Avez-vous déjà été trahi par la personne même qui a causé le problème? J'étais institutrice en CP, et j'avais une petite fille dans ma classe, Cadence, qui adorait dessiner. Elle dessinait tout, des yeux aux cathédrales. Mais il y avait une chose qu'elle adorait dessiner plus que tout. Son ami imaginaire, Bob. Il avait les cheveux en pique, une moustache bizarre, et était toujours avec elle dans les parcs ou en train de manger des glaces. Elle n'avait pas d'amis, alors j'ai supposé que c'était sa façon de faire face. Mais ensuite, elle a dessiné la main de Bob s'étirant vers ses fesses. Quand je lui ai demandé ce que ce dessin signifiait, Cadence est devenue livide. Cadence, chérie, Bob est-il réel? Ai-je réessayé. Elle ne répondait pas, elle a juste hoché la tête lentement. Ta maman est-elle au courant pour Bob? Ai-je murmuré. Je ne sais pas. Elle dit que c'est notre secret. Mes yeux se sont écarquillés. 20 minutes plus tard, j'essayais de localiser la mère de Cadence quand le téléphone de ma classe a sonné. Notre secrétaire, Johanna. Il y a un membre de la famille ici pour récupérer Cadence plus tôt. Peux-tu l'envoyer? J'ai regardé Cadence en train de colorier et une sensation horrible m'a envahi. Je vais l'amener moi-même. J'ai pris la main de Cadence et nous avons marché ensemble vers le bureau principal. Quand nous avons tourné le coin dans le hall, j'ai vu un homme debout près du comptoir. Cheveux en pique, moustache, pommettes exactement comme sur les dessins. Il s'est retourné et nous a souri. Voilà ma petite fille. J'ai senti sa main devenir flasque dans la mienne. Je me suis mise devant Cadence et j'ai gardé ma voix ferme. Quelle est l'urgence? Il a continué de sourire, aimable et patient. J'ai juste besoin d'emmener Cadence. Sa mère m'a demandé de la récupérer. Quelque chose s'est noué dans mon estomac. Sa mère n'a pas appelé l'école. Il a ri. Oui, elle est à fond au travail. Tu sais comment c'est. Johanna a hoché la tête comme si tout était parfaitement logique. J'ai besoin de vérifier avec sa mère d'abord. C'est le contact d'urgence. Son sourire a vacillé une seconde. C'est bon. Allez-y. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de la mère de Cadence. Messagerie vocale. Il a ouvert les mains dans un geste d'impuissance. Vous voyez, elle est occupée. C'est pour ça qu'elle m'a envoyé. Sa voix était raisonnable. Johanna m'a regardé comme si j'étais difficile sans raison. J'ai senti Cadence trembler derrière moi. Cadence, connais-tu cet homme? Lui ai-je demandé directement. Elle l'a regardé avec terreur, mais a hoché la tête. Voilà, a-t-il dit. Viens. Chérie. Il lui a tendu la main. Cadence a fait un petit pas vers lui, même si elle tremblait. Je l'ai doucement tirée vers moi. Cadence, veux-tu partir avec lui? Elle a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Elle est timide, a-t-il expliqué, se penchant avec une expression patiente. N'est-ce pas, ma puce? Cadence a hoché la tête rapidement, essayant de lui faire plaisir. Il s'est relevé et lui a tendu la main à nouveau. Allons-y, nous sommes déjà en retard. Je n'ai pas bougé. En retard pourquoi? Sa patience s'est un peu fissurée. Un rendez-vous chez le médecin. Ce n'est pas votre affaire. Johanna m'a touché le bras. Je pense que vous exagérez. Il la connaît clairement. Alors il peut attendre que maman me rappelle. Sa mâchoire s'est serrée et il a regardé Cadence. Dis à ta maîtresse que tu veux venir avec moi. Cadence a commencé à pleurer. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Dis-le, a-t-il répété, sa voix plus dure maintenant. Je veux y aller, a-t-elle dit, mais tout son corps tremblait. Elle est terrifiée, ai-je dit. Elle est bouleversée parce que vous lui faites peur, a-t-il lancé, toute sa patience s'étant évaporée. J'ai complètement déplacé Cadence derrière moi. Johanna, appelle la directrice. Non, a-t-il dit sèchement, ses yeux se fixant sur elle. Elle s'est figée, la main à mi-chemin du téléphone. Il connaît Cadence, a dit Johanna faiblement. Si c'est de la famille, appelle la directrice, maintenant. Johanna a finalement pris le téléphone. Il a attrapé le bras de Cadence et l'a tiré vers lui. Elle a crié, et j'ai repoussé sa main. Ne la touchez pas. C'est ma fille, a-t-il grogné, toute chaleur disparue. La directrice est sortie de son bureau. Que se passe-t-il ici? Il a immédiatement adouci son expression, essayant de remettre son masque. Cette maîtresse ne veut pas me laisser emmener ma fille. La directrice m'a regardée, demandant une explication. Sa mère est le seul contact autorisé. Elle ne répond pas au téléphone.
Cadence est terrifiée. Cadence s'accrochait à ma chemise des deux mains. La directrice nous a regardés tous. Je pense que vous devez la laisser partir avec lui. Mon sang s'est glacé. Quoi? C'est son père. Il a des droits. Il n'est pas sur la liste des personnes autorisées, ai-je dit désespérément. C'est sa fille, a dit la directrice fermement. Il a souri. Merci. Il a tendu la main vers Cadence, mais je l'ai serrée plus fort. Je ne la laisserai pas partir. La voix de la directrice est devenue dure. Lâchez-la. Regardez-la, ai-je supplié. Elle est terrifiée. Elle est bouleversée par la scène que vous faites. La directrice a séparé mes mains de Cadence de force. Va avec ton père. Cadence a fait un pas tremblant vers lui. Il lui a pris la main et a commencé à marcher rapidement vers la porte. Il était à la sortie. C'est là que les portes principales se sont ouvertes. La mère de Cadence a couru à l'intérieur. « Joe !» a-t-elle crié. L'homme s'est figé. « Qu'est-ce que tu fais avec notre fille ?» Elle a couru vers lui et a arraché Cadence. « Il n'a pas le droit de s'approcher d'elle !» a-t-elle crié à tout le monde. Il a agressé un enfant. Les visages de tout le monde se sont décomposés. Soudain, la directrice s'est tournée vers moi. « Pourquoi avez-vous laissé Cadence partir avec cet homme en sachant qui il était ?» Elle s'est tournée vers la mère. « Madame ? C'est l'enseignante responsable. » Ma bouche s'est ouverte. Joe reculait vers la sortie, les mains levées comme s'il était l'attaqué. La sécurité est finalement arrivée. 2 hommes en uniforme bleu qui avaient l'air confus par ce qu'ils venèrent de voir. Joe leur a échappé avant que quiconque ne puisse leur dire de l'arrêter, et les portes vitrées se sont refermées derrière lui. Je suis restée là, le regardant partir, tandis que les mots de la directrice résonnaient dans ma tête. Elle m'a blâmée. Après tout ce que j'avais fait pour protéger Cadence, elle s'était tournée vers la mère et m'avait qualifiée de responsable. La mère de Cadence s'est détournée de moi et s'est dirigée directement vers la directrice, tenant toujours Cadence fermement à ses côtés. Sa voix est sortie basse et tremblante. « Comment est-il passé par votre accueil alors qu'il y a une ordonnance restrictive enregistrée ?» La directrice a ouvert la bouche, mais la mère de Cadence l'a coupée, sa voix devenant plus forte à chaque mot. « Il y a une ordonnance du tribunal qui dit qu'il ne peut pas s'approcher à moins de 500 pieds de ma fille, et votre école l'a laissé entrer et essayé de l'emmener. » Johanna s'est avancée, se tordant les mains. Il avait l'air légitime. Il connaissait le nom de Cadence et a dit que vous l'aviez envoyé. La mère de Cadence s'est tournée brusquement vers elle. « Avez-vous vérifié sa pièce d'identité? Avez-vous consulté la liste des personnes autorisées à la récupérer? Avez-vous fait autre chose que de vous fier à la parole d'un prédateur? » Le visage de Johanna est devenu blanc et elle a regardé son bureau. La directrice a redressé ses épaules et sa voix est devenue froide et professionnelle. « Madame, je comprends que vous soyez bouleversée, mais cette enseignante a créé une scène qui a traumatisé votre fille, au lieu de gérer cela discrètement par les canaux appropriés. » J'ai senti une chaleur soudaine dans ma poitrine. La mère a tourné brusquement la tête vers la directrice et a ri. Un rire rauque sans humour. Elle a protégé ma fille. Elle est la seule personne dans ce bâtiment à avoir fait ce qu'elle était censée faire. La directrice a essayé de parler, mais la mère l'a coupée. Je vais appeler la police immédiatement pour signaler votre négligence, puis j'appellerai mon avocat, et après j'appellerai le surintendant. Elle a sorti son téléphone de sa main libre. L'autre tenait toujours Cadence. Le masque professionnel de la directrice s'est fissuré une seconde, et j'ai vu la panique sur son visage. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Nous pouvons en discuter calmement. Non, a dit la mère de Cadence, composant déjà le numéro. C'est trop tard. Je me suis approchée et lui ai touché doucement le bras. Puis-je ramener Cadence dans ma classe pendant que vous passez vos appels? Elle m'a regardée, ses yeux étaient humides, mais sa mâchoire était serrée. Oui, merci. Je lui ai tendu la main et Cadence l'a attrapée des deux, ses petits doigts s'enfonçant dans ma paume. Nous avons marché dans le couloir, nous éloignant des cris qui recommencèrent derrière nous. Ma classe était au bout du couloir, et quand j'ai ouvert la porte, le soleil de l'après-midi entrait par les fenêtres, rendant tout normal et sûr. Cadence ne voulait pas lâcher ma main, même lorsque j'ai essayé de l'asseoir à son bureau. Elle s'est blottie contre mon flanc, et j'ai senti tout son corps trembler. Je me suis agenouillée à côté de sa chaise, pour être à la même hauteur. « Tu es en sécurité maintenant, » lui ai-je dit. « Ta maman est là, et elle ne laissera personne t'emmener. » La voix de Cadence est sortie si bas que je pouvais à peine l'entendre. J'avais tellement peur qu'il m'emmène. « Je sais, chérie, mais je ne l'ai pas permis, n'est-ce pas ?»
Elle a secoué la tête et une larme a coulé sur sa joue. « Je te le promets, ai-je dit, la regardant droit dans les yeux. Je ne laisserai jamais personne t'emmener là où tu ne veux pas aller. » Elle a mis ses bras autour de mon cou et m'a serré fort, et je l'ai serré en retour pendant qu'elle pleurait sur mon épaule. Nous sommes restés comme ça jusqu'à ce qu'elle arrête de trembler. La police est arrivée 20 minutes plus tard. J'ai entendu leur radio grésiller dans le couloir avant de les voir. 2 agents en uniforme sombre et au visage sérieux. Ils m'ont demandé de venir au bureau, et j'ai emmené Cadence avec moi car elle ne lâchait toujours pas ma main. Tout le monde était de retour dans le hall, le même endroit où tout s'était passé. Les agents ont sorti des carnets et ont commencé à poser des questions. J'ai tout expliqué depuis le début, depuis les dessins de Bob de Cadence, jusqu'à ce qu'elle me dise que c'était un secret. L'appel téléphonique de Johanna, et l'homme dans le hall qui ressemblait exactement au dessin. Un des agents écrivait chaque mot pendant que l'autre observait mon visage. Je leur ai parlé de la révélation de Cadence ce matin-là, comment elle m'avait dit que Bob l'avait touché et que c'était leur secret, et comment j'avais signalé cela à la conseillère immédiatement. Le stylo de l'agent s'est arrêté de bouger et il m'a regardé. « Vous avez signalé la suspicion d'abus ce matin ?»« Oui, ai-je dit. À la conseillère scolaire, comme nous sommes censés le faire. » Il a écrit quelque chose et l'a souligné 2 fois. La mère de Cadence avait un dossier de papier qu'elle a remis aux agents. « Document judiciaire », a-t-elle dit. « Ordonnance restrictive, révocation des droits parentaux, tout. » Les agents ont examiné les papiers et j'ai regardé leur visage devenir plus dur. L'un d'eux a regardé la directrice. « Vous aviez toutes ces informations dans vos dossiers. » La directrice a déplacé son poids. « Nous avons des formulaires de contact d'urgence, mais nous n'avons pas toujours accès aux ordonnances du tribunal. » La voix de l'agent est devenue inexpressive. Il y a une note juste ici dans la documentation de garde qui dit « Aucun contact autorisé avec le père biologique Joe Brennan. » La directrice n'a rien dit. L'agent a fermé son carnet. Joe Brennan a violé son ordonnance restrictive en venant ici aujourd'hui. Il y a un mandat d'arrêt actif contre lui maintenant. Il a regardé la mère de Cadence. Il n'a aucun droit légal de voir ou de contacter votre fille. Nous allons faire un suivi avec l'école sur la façon dont il a eu accès au bâtiment. Le visage de la directrice est devenu pâle et elle s'est excusée, marchant rapidement vers son bureau. L'autre agent m'a demandé si je voulais porter plainte pour le contact physique lorsque Joe a attrapé le bras de Cadence. J'ai dit oui. Après le départ de la police, la directrice m'a appelée dans son bureau. La porte s'est fermée derrière moi et elle ne m'a pas demandé de m'asseoir. Je vous mets en congé administratif en attendant une enquête. Les mots m'ont frappé comme de l'eau froide. Une enquête sur quoi? Votre ingérence non autorisée dans les droits d'un parent a créé une responsabilité pour le district. Je l'ai regardé fixement. Ce n'est pas un parent, il n'a aucun droit. Elle a sorti un formulaire et a commencé à le remplir. Ce n'est pas à vous de décider. Vous auriez dû appeler l'administration et nous laisser gérer ça. J'ai appelé l'administration. Je vous ai appelé et vous m'avez dit de le laisser l'emmener. Elle a continué d'écrire sans me regarder. Vous serez avisé lorsque l'enquête sera terminée. Je suis sortie de son bureau et je suis allée directement dans ma classe où j'avais laissé mon téléphone. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine composer le numéro. Le syndicat a répondu à la 2e sonnerie et j'ai tout expliqué dans un long flot de mots. La représentante a dit qu'elle serait là dans l'heure et que je ne devais rien signer ni accepter avant son arrivée. Elle est apparue 50 minutes plus tard, l'air prêt pour une bagarre. Je l'ai rencontrée dans le hall et nous sommes allés directement au bureau de la directrice. La représentante syndicale n'a pas frappé, elle a juste ouvert la porte et est entrée. Moi derrière elle. Elle a laissé tomber sa mallette sur le bureau de la directrice avec un bruit sourd. J'ai examiné la situation avec ma membre. Les lois sur la dénonciation obligatoire protègent les enseignants qui agissent pour prévenir la maltraitance des enfants, et ce congé administratif est des représailles. La directrice s'est adossée à sa chaise. L'enseignante a interféré avec les droits d'un parent. La représentante syndicale a sorti des papiers de sa mallette. Le père biologique n'a pas de droits parentaux. Le tribunal les a révoqués. Il y a une ordonnance restrictive. Ma membre a suivi les protocoles de dénonciation obligatoire et a protégé une enfant d'un prédateur enregistré qui a violé une ordonnance du tribunal. Si vous poursuivez avec ce congé, nous déposerons une plainte auprès de la Commission du travail de l'État. La mâchoire de la directrice s'est serrée, mais elle a pris le téléphone et a passé un appel. Après une conversation calme, elle a raccroché et m'a regardée.
Le congé était révoqué. Vous pouvez retourner dans votre classe. La représentante syndicale a souri, pas amicalement. Bonne décision. Nous avons ramassé mes affaires et sommes partis ensemble. La représentante syndicale m'a dit de tout documenter et de l'appeler immédiatement s'il y avait d'autres représailles. Quand je suis revenue dans ma classe, il y avait un enseignant remplaçant avec mes élèves. Je l'ai remercié, et il est parti, et mes enfants m'ont regardé avec de grands yeux inquiets. J'ai essayé d'agir normalement, reprenant notre routine de l'après-midi comme si rien ne s'était passé, mais mes mains n'arrêtaient pas de trembler. Le lendemain, la mère de Cadence est venue me voir avant que les cours ne commencent. Elle a frappé à la porte de ma classe et je l'ai laissée entrer. Elle avait l'air fatiguée mais déterminée. Je voulais vous remercier personnellement. Si vous n'aviez pas arrêté Joe hier, il aurait emmené Cadence, et je ne l'aurais peut-être jamais revu. J'ai senti ma gorge se serrer. J'ai juste fait ce que n'importe quel enseignant ferait. Non, a-t-elle dit fermement. Vous avez fait ce que vous étiez censé faire. Et apparemment, ce n'est pas ce que tout le monde fait dans ce bâtiment. Elle m'a dit qu'elle allait déposer une plainte formelle contre l'école auprès du district. Elle avait des réunions prévues avec le surintendant et le conseil scolaire. Je vais m'assurer que cela n'arrive plus jamais à un autre enfant. Le reste de la journée a été flou, avec des regards inquiets d'autres enseignants et mes élèves demandant pourquoi Cadence n'était pas là. J'ai continué d'enseigner, de parcourir les problèmes de mathématiques et l'heure de lecture, mais mon esprit tournait avec tout ce qui s'était passé. Quand l'heure du déjeuner est enfin arrivée, j'ai pris mon sandwich et je me suis dirigée vers la salle des professeurs, espérant avoir quelques minutes de calme avant que le chaos de l'après-midi ne commence. La conseillère scolaire est entrée juste derrière moi et a fermé la porte. Elle avait l'air terrible, comme si elle n'avait pas dormi, et ses mains tremblaient en se servant du café. Je l'ai regardée faire les 100 pas près des fenêtres pendant 1 minute avant qu'elle ne se tourne pour me regarder. Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'avouer quelque chose et mon estomac s'est noué avant qu'elle ne dise les mots. Ce rapport que j'ai fait sur les dessins de Cadence, celui documentant le contact inapproprié et sa révélation que Bob était réel, elle ne l'a jamais envoyé à l'administration. Elle n'a pas non plus appelé les services de protection de l'enfance, SPE, même si c'est la loi. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle avait l'intention de le faire, qu'elle allait le faire, mais elle a été occupée par d'autres cas et ça lui a échappé. Sa voix s'est brisée lorsqu'elle a dit qu'elle était terrifiée de perdre son travail. Et je l'ai juste regardée fixement parce que je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Le système avait laissé tomber Cadence à tous les niveaux, avant même que Joe ne franchisse nos portes principales. Je suis retournée dans ma classe en me sentant malade. Sachant que si la conseillère avait fait son travail, l'administration aurait été au courant de la maltraitance. Ils auraient signalé le nom de Joe dans le système, ils l'auraient arrêté à la porte. Ce soir-là, je me suis assise à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire tout ce dont je me souvenais. J'ai documenté les dessins que Cadence a faits, écrivant des descriptions de chacun et les dates où je les avais vus. J'ai écrit exactement ce qu'elle a dit lorsque je lui ai demandé si Bob était réel, ces mots exacts sur le fait que c'était leur secret. J'ai inclus l'heure à laquelle je l'ai signalé à la conseillère et ce que je lui ai dit. Puis j'ai documenté tout l'incident du hall. Chaque détail dont je pouvais me souvenir, depuis le moment où Johanna a appelé ma classe, jusqu'à ce que la mère de Cadence arrache sa fille des mains de Joe. J'ai écrit sur la réaction de la directrice, comment elle m'a immédiatement blâmée, comment elle a essayé de me mettre en congé. Ma représentante syndicale m'avait appelée ce soir-là et m'avait dit de créer cette chronologie parce qu'elle avait le sentiment que cette situation allait devenir beaucoup plus grande avant d'être résolue. Elle a dit que la documentation serait ma protection lorsque les choses dégénéreraient et que j'avais besoin de tout avoir par écrit pendant que les souvenirs étaient encore frais. J'ai enregistré le document et me l'ai envoyé par email ainsi qu'à elle, m'assurant qu'il y avait des copies qui ne pouvaient pas disparaître. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné pendant ma période de planification. La surintendante du district, Ranata Kolomo, voulait me rencontrer cet après-midi et je devais amener ma représentante syndicale. Mon cœur a commencé à s'accélérer parce que les surintendants ne s'impliquent généralement pas, à moins que quelque chose ne soit gravement faux. J'ai appelé ma représentante syndicale et elle a immédiatement libéré son emploi du temps, me disant de ne pas m'inquiéter, mais de ne pas aller seule à cette réunion non plus. Nous nous sommes rencontrés sur le parking du bureau du district et sommes entrés ensemble. Le bureau de Ranata était au 3e étage, de grandes fenêtres donnant sur le parking, et elle s'est levée quand nous sommes entrés. Elle nous a serré la main à toutes les deux et a fait signe vers les chaises devant son bureau. Elle m'a demandé de lui expliquer tout ce qui s'était passé,
en commençant par le moment où j'ai remarqué pour la première fois les dessins de Cadence. J'ai sorti ma chronologie dactylographiée et je la lui ai expliquée étape par étape. Elle a pris des notes tout le temps, son stylo se déplaçant rapidement sur son bloc-notes légal, et elle n'a pas interrompu une seule fois. Elle n'a pas cherché d'excuses pour la directrice, ni essayé de défendre les actions de l'école. Elle a simplement écouté et écrit et posé occasionnellement des questions de clarification sur des détails spécifiques. Quand j'ai eu fini, elle a posé son stylo et m'a regardé directement. Elle m'a dit que le district menait une enquête complète sur les procédures de l'école et spécifiquement sur la façon dont la directrice avait géré la situation. Ils examinaient l'échec de la conseillère à signaler, l'échec de Johanna à vérifier la liste des personnes autorisées à récupérer et la décision de la directrice de me blâmer au lieu de protéger Cadence. Puis elle m'a demandé si je me sentais en sécurité de retourner travailler sous la supervision de la directrice. J'ai apprécié qu'elle pose la question car cela signifiait qu'elle comprenait que cela ne concernait pas seulement les politiques et les procédures. Je lui ai dit honnêtement que la directrice avait été hostile envers moi depuis l'incident, qu'elle avait essayé de me mettre en congé administratif pour avoir protégé une enfant, et que je ne lui faisais pas confiance pour me soutenir si une autre situation survenait. Ranata a également écrit cela et a dit qu'elle prendrait mes préoccupations au sérieux. Plus tard cette semaine-là, ma représentante syndicale a appelé avec plus d'informations. La mère de Cadence avait rencontré séparément des responsables du district et révélé toute la vérité sur Joe. Ce n'était pas seulement un père éloigné avec des problèmes de limite. C'était un agresseur sexuel enregistré qui avait abusé de sa nièce il y a 5 ans. L'ordonnance restrictive existait spécifiquement parce qu'il avait montré un comportement de prédateur envers Cadence lors des visites supervisées avant que le tribunal ne révoque ses droits parentaux l'année dernière. Il n'avait aucun droit légal de voir Cadence du tout, et l'école avait toutes ces informations dans ses dossiers. Ma représentante syndicale m'a également dit que Johanna n'avait jamais vérifié Joe sur la liste des personnes autorisées à récupérer avant d'appeler ma classe. Elle n'a jamais demandé sa pièce d'identité. Elle s'est simplement fiée à sa parole qu'il était là pour récupérer sa fille et m'a appelé pour envoyer Cadence. La directrice essayait maintenant de blâmer complètement Johanna pour l'échec de la sécurité. Mais la plainte de la mère de Cadence nommait les deux, ainsi que la conseillère, pour ne pas avoir protégé sa fille. La plainte nommait également le district pour ne pas avoir de systèmes adéquats pour empêcher les agresseurs sexuels enregistrés d'accéder aux écoles. Ma représentante syndicale a dit que cela devenait un problème beaucoup plus grand qu'un simple incident, et le district se débattait pour comprendre comment leur protocole de sécurité avait échoué si complètement. La directrice a convoqué une réunion du personnel le lundi suivant. Tous les enseignants se sont entassés dans la bibliothèque après l'école, et elle s'est tenue à l'avant avec un dépliant imprimé sur les nouveaux protocoles de sécurité. Elle a annoncé que désormais, tous les enseignants devaient envoyer les élèves au bureau immédiatement lorsque des membres de la famille arrivaient pour les récupérer. Nous ne devions pas interroger les parents, ni demander de vérification. Nous devions envoyer l'enfant et laisser le bureau gérer toutes les interactions avec les familles. J'ai senti ma mâchoire se serrer pendant qu'elle parlait, parce que cette politique aurait permis à Joe d'emmener Cadence avant que quiconque ne puisse l'arrêter. Plusieurs enseignants ont commencé à lever la main, signalant exactement ce problème. Un enseignant a demandé ce que nous étions censés faire, si un élève semblait effrayé par la personne qui le récupérait. Un autre a demandé comment cette politique protégeait les enfants des adultes non autorisés. La directrice a continué d'insister sur le fait que le personnel du bureau était formé pour gérer ces situations et que les enseignants devaient se concentrer sur l'enseignement, pas sur la sécurité. Je pouvais sentir la frustration monter dans la pièce parce que nous savions tous que cette politique était conçue pour protéger la directrice de la responsabilité et non pour protéger les enfants. Elle nous enlevait notre capacité d'agir comme première ligne de défense pour nos élèves. J'ai levé la main et j'ai attendu qu'elle m'appelle. Quand elle l'a fait, je me suis levée pour que tout le monde puisse m'entendre clairement. J'ai dit que les dénonciateurs obligatoires ont le devoir légal de protéger les enfants contre la suspicion de maltraitance, et cette politique contredit la loi de l'État. Si un enseignant a des raisons de croire qu'un enfant est en danger, nous sommes obligés d'agir, et non de le transmettre à quelqu'un d'autre. Le visage de la directrice est devenu rouge vif, et elle m'a coupé, disant que la réunion était terminée, et que tout le monde devait examiner les nouveaux protocoles avant leur mise en œuvre la semaine prochaine. Mais alors que tout le monde sortait, j'ai remarqué que plusieurs enseignants hochèrent la tête en signe d'accord. Certains se sont arrêtés pour chuchoter que la politique leur semblait également mauvaise. Et une enseignante m'a serré le bras et m'a remercié d'avoir parlé. Le lendemain matin,
J'organisais ma classe lorsque j'ai entendu des pas courir dans le couloir. Cadence est arrivée en courant au coin et s'est jetée sur moi, enroulant ses bras autour de ma taille si fort que je pouvais à peine respirer. Elle avait été absente de l'école pendant 3 jours, et de la revoir m'a serré la gorge. Sa mère est apparue à la porte un instant plus tard, et elle m'a dit qu'ils avaient inscrit Cadence à une thérapie de traumatisme. Cadence faisait des cauchemars à propos de Joe, se réveillant effrayé qu'il soit dans sa chambre ou qu'il soit venu l'emmener. Mais sa mère a dit que Cadence se sentait en sécurité à l'école parce qu'elle savait que je ne laisserais personne lui faire du mal. Cadence m'a regardé avec ses grands yeux et m'a demandé si je serais toujours sa maîtresse. Et je lui ai promis que je n'irais nulle part. Sa mère m'a remercié à nouveau avant d'emmener Cadence dans sa nouvelle classe. Et je suis restée là, retenant mes larmes parce que cette petite fille me faisait confiance alors que tous les systèmes autour d'elle avaient échoué. La directrice a commencé à documenter tout ce que je faisais après ça. Elle se présentait à la porte de ma classe pour vérifier mon heure d'arrivée chaque matin. Elle demandait des copies de mes plans de leçons quotidiennement au lieu de hebdomadairement. Elle observait mes interactions avec les élèves et prenait des notes sur la façon dont je gérais ma classe. Il était évident qu'elle construisait un dossier pour me licencier, recueillant tout ce qu'elle pouvait utiliser contre moi lors d'une audience disciplinaire. Ma représentante syndicale a dit que c'était des représailles classiques, et nous documentions son comportement en retour. Chaque fois qu'elle se présentait sans préavis, je notais la date et l'heure. Chaque demande inutile de paperasse était enregistrée. Nous construisions notre propre dossier, montrant qu'elle me harcelait pour avoir fait mon travail et protégé une enfant d'un prédateur. Cette même semaine, un membre du conseil scolaire nommé Graham Pittman m'a appelé sur mon téléphone portable. Il s'est présenté et a dit qu'il avait entendu parler de ce qui s'était passé avec Cadence par la plainte de sa mère. Il m'a demandé si je serais disposée à prendre la parole lors de la prochaine réunion du conseil au sujet de l'incident. J'ai hésité car je savais que la directrice verrait cela comme si je la contournais, mais Graham a dit que le conseil avait besoin d'entendre l'enseignant qui avait réellement protégé l'enfant, pas seulement la version de l'administration. J'ai accepté de le rencontrer d'abord avant de décider. 2 jours plus tard, j'étais assise en face de Graham dans un café près du bureau du district. Il avait un épais dossier de papier et semblait fatigué. Il m'a dit que la mère de Cadence avait déposé des plaintes auprès du conseil scolaire, du bureau du district et du département de l'éducation de l'État. Chaque plainte détaillait comment l'école n'avait pas protégé sa fille et comment j'avais été blâmée pour avoir fait mon travail. Graham a dit qu'il y avait des problèmes plus importants dans la façon dont le district gérait les règles de sécurité, et cet incident montrait des échecs qui étaient là depuis des années. Il a expliqué que d'autres parents avaient exprimé des préoccupations concernant l'accès des visiteurs et les procédures de récupération dans différentes écoles, mais rien ne changeait jamais. L'administration disait toujours qu'ils y travaillaient, mais aucune amélioration réelle ne se produisait. Maintenant, avec l'affaire Cadence attirant l'attention, le conseil avait enfin le levier pour exiger de réels changements. J'ai demandé à Graham ce que cela accomplirait de parler à la réunion du conseil. Il a dit que cela mettrait un visage humain sur les échecs de la politique et montrerait aux membres du conseil exactement à quoi les enseignants sont confrontés lorsque les administrateurs se soucient plus d'éviter les ennuis que de protéger les enfants. Je lui ai dit que j'y penserais et le recontacterais. Quand je suis revenue à l'école le lendemain matin, la directrice m'a appelée dans son bureau avant la première période. Elle a fermé la porte et m'a demandé directement si j'avais parlé à Graham Pittman. J'ai dit oui, qu'il m'avait contacté au sujet de la réunion du conseil. Son visage est devenu rouge et elle m'a accusé de la contourner pour nuire à sa réputation. J'ai gardé ma voix calme et je lui ai dit qu'un membre du conseil répondant à une plainte d'un parent m'avait contacté et que j'avais parfaitement le droit de parler avec la vérité sur ce que j'avais vu. Elle a dit que je donnais une mauvaise image de l'école et que si je témoignais à la réunion du conseil, cela prouverait que je n'étais pas une joueuse d'équipe. Je lui ai rappelé que mon travail était de protéger les élèves, pas de protéger son image. Elle m'a renvoyé avec un avertissement que mes actions auraient des conséquences. 3 jours plus tard, une femme nommée Deb Yamaguchi des services de protection de l'enfance, SPE, est venue m'interviewer pendant mon heure de déjeuner. Elle avait des yeux gentils, mais ses questions étaient directes et détaillées. Elle m'a demandé d'expliquer tout, depuis les dessins de Cadence jusqu'à la confrontation dans le hall. Quand je lui ai parlé du signalement des dessins à la conseillère scolaire ce même matin, son expression a changé. Elle m'a demandé si j'avais une preuve de ce signalement. Je lui ai montré l'email que j'avais envoyé à la conseillère avec des photos des dessins en pièces jointes. Deb a semblé préoccupée et a dit que la conseillère n'avait jamais transmis mon rapport au SPE ou à l'administration comme elle était censée le faire.
Elle a expliqué que la conseillère pourrait faire face à de sérieux problèmes professionnels à cause de cet échec, car les dénonciateurs obligatoires ont des devoirs légaux. Deb m'a remercié d'avoir tenu des registres et a dit que ma documentation serait importante pour leur enquête. Avant de partir, Deb m'a dit quelque chose qui m'a noué l'estomac. Joe avait été arrêté 2 jours après l'incident scolaire, lorsqu'il a violé à nouveau l'ordonnance restrictive en se présentant au domicile de Cadence. La police le recherchait déjà pour ce qui s'était passé à l'école. Alors ils l'ont arrêté immédiatement. Il était maintenant en prison en attendant son procès, et la mère de Cadence avait la garde complète avec des ordonnances de protection supplémentaires en vigueur. Savoir que Joe était enfermé m'a fait sentir que je pouvais enfin respirer correctement à nouveau. Cet après-midi-là, pendant ma période de planification, une autre enseignante de CP nommée Madame Westbrook a frappé à la porte de ma classe. Elle avait l'air nerveuse et m'a demandé si elle pouvait me parler en privé. Elle a fermé la porte et m'a dit qu'elle était heureuse que j'aie tenu tête à la directrice, car la directrice ignorait les préoccupations de sécurité depuis des années. Madame Westbrook a dit que l'année dernière, une personne non autorisée avait récupéré un élève de sa classe et le bureau n'avait jamais vérifié qui c'était. L'élève a été ramené sain et sauf quelques heures plus tard, mais il s'est avéré que c'était une situation de litige de garde. La directrice a dit à Madame Westbrook de ne pas en discuter avec qui que ce soit et a dit que la situation était sous contrôle, mais rien n'a changé concernant les procédures d'enregistrement ou le processus de vérification. Au cours de la semaine suivante, 3 autres enseignantes sont venues me voir avec des histoires similaires. Une enseignante a dit que la directrice avait refusé d'appeler la police lorsqu'un parent avait proféré des menaces lors d'une réunion. Voici la traduction en français. Une autre a dit que les vérifications d'antécédents pour les bénévoles en classe étaient en retard de 6 mois, mais que la directrice les laissait continuer à travailler avec les enfants quand même. Une 3e enseignante a décrit avoir signalé une préoccupation concernant les ecchymoses d'un élève, mais la directrice lui a dit de s'occuper de ses propres affaires au lieu d'appeler les SPE. J'ai réalisé que cela ne concernait pas seulement ce qui s'était passé avec Cadence. L'école avait une tendance à faire passer la commodité et l'évitement des conflits avant la sécurité des enfants. J'ai rencontré à nouveau ma représentante syndicale et je lui ai parlé des préoccupations de ses autres enseignantes. Elle a suggéré de les partager avec l'enquête du district car elles révélaient un problème plus vaste qu'un simple incident. J'ai demandé aux enseignantes si elles étaient disposées à fournir des déclarations écrites et elles ont toutes accepté. Elles craignaient des représailles de la part de la directrice, mais elles craignaient davantage qu'un autre enfant ne soit blessé. L'équipe d'enquête du district a commencé à approfondir les procédures de sécurité de l'école. Ils ont découvert que le système d'enregistrement des visiteurs n'avait pas été mis à jour ni entretenu correctement depuis plus de 2 ans. Les vérifications d'antécédents des bénévoles étaient en retard de plusieurs mois. Comme l'avaient dit les enseignantes, il n'y avait pas de règles claires sur la manière de vérifier les adultes venant chercher les élèves. Différents employés de bureau utilisaient différentes méthodes, et parfois ils se fiaient simplement à la parole des gens. Le rapport d'enquête indiquait que la mauvaise gestion de la directrice avait créé des failles que Joe a utilisées pour accéder à Cadence. Une semaine après la publication des conclusions de l'enquête, Ranata Colomo m'a appelé pour une autre réunion. Elle m'a remercié d'avoir soulevé les préoccupations de sécurité des autres enseignantes. Elle a dit que l'enquête avait dépassé l'incident singulier avec Cadence pour examiner toute la situation de sécurité sous la direction de la directrice. Ranata m'a dit que le conseil prenait cela au sérieux et que des changements étaient à venir. Elle m'a demandé si je me sentais à l'aise de continuer à travailler à l'école et j'ai dit oui, tant que la directrice n'était plus là. Le lendemain, le district a annoncé que la directrice était mise en congé. Pendant que l'enquête se poursuivait, une directrice par intérim nommée Drew Murray a pris la relève immédiatement. Le changement dans le bâtiment a été instantané. Les enseignantes ont commencé à parler ouvertement de leurs préoccupations au lieu de chuchoter dans les couloirs. La Drew Murray a tenu une réunion du personnel dès son premier jour et a dit que sa porte était toujours ouverte pour les problèmes de sécurité. Elle écoutait réellement lorsque nous parlions de la protection des élèves au lieu de trouver des excuses ou de nous blâmer. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de travailler dans un endroit qui se souciait de faire ce qui était juste. La mère de Cadence m'a prise à part après l'école 2 jours plus tard et m'a demandé si j'écrirais une lettre pour sa plainte auprès du département de l'éducation de l'État. Elle avait tous les papiers étalés sur sa table de cuisine quand je suis venue ce soir-là et elle m'a expliqué ce dont elle avait besoin. Je me suis assise avec mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire tout ce dont je me souvenais, depuis le moment où Cadence a dessiné pour la première fois la main de Bob s'étirant vers elle.
J'ai décrit à quel point elle est devenue pâle lorsque je lui ai posé des questions sur le dessin, comment elle a hoché la tête lorsque je lui ai demandé si Bob était réel, comment elle a chuchoté que c'était leur secret. J'ai écrit sur le fait d'appeler la conseillère et de faire mon rapport, sur l'appel téléphonique de Johanna, disant qu'un membre de la famille était là pour récupérer Cadence plus tôt. J'ai détaillé chaque seconde dans ce hall, du moment où j'ai vu le visage de Joe correspondre au dessin à celui où il a essayé de manipuler tout le monde pour qu'on le laisse l'emmener. J'ai écrit sur la directrice m'obligeant à relâcher Cadence malgré sa terreur, sur la façon dont Joe était proche de sortir par cette porte avec elle. Puis j'ai écrit sur les conséquences, sur le fait d'être blâmé et mis en congé, sur les représailles et l'hostilité de la directrice. La lettre faisait 6 pages à simple interligne quand j'ai eu fini. La mère de Cadence l'a lue, les larmes coulant sur son visage, et m'a dit que c'était exactement ce que l'État avait besoin de voir. Elle a déposé la plainte le lendemain matin avec ma lettre jointe. 3 jours après cela, mon téléphone a sonné pendant la pause déjeuner. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Une voix de femme s'est présentée comme journaliste du journal local, posant des questions sur des rumeurs d'un incident de sécurité à l'école impliquant un agresseur sexuel enregistré. Mon estomac s'est noué et je lui ai dit que je ne pouvais pas parler pour le moment. Elle a demandé si je pouvais la rappeler et j'ai dit peut-être, puis j'ai raccroché et j'ai immédiatement envoyé un SMS à ma représentante syndicale. Elle m'a appelé dans les 5 minutes et m'a dit de ne pas parler aux médias pour l'instant. Le district essayait de garder cela secret, et tout commentaire public de ma part pourrait compliquer les choses. Je l'ai compris, mais je savais aussi que l'histoire se répandait, que le district le veuille ou non. La journaliste a rappelé 2 fois de plus, ce jour-là, et je n'ai répondu à aucune de ses tentatives. Le journal a publié l'histoire 4 jours plus tard. J'ai acheté un exemplaire en allant à l'école, et je l'ai lu dans ma voiture avant la première sonnerie. Le titre disait « Agresseur enregistré a accédé à l'école primaire, a tenté d'enlever une enfant ». L'article ne me nommait pas, ni Cadence, mais il exposait les faits de base selon lesquels Joe avait une ordonnance restrictive et n'avait pas de droit de garde, qu'il était entré dans l'école et avait tenté d'emmener sa fille, qu'il avait été arrêté pour avoir violé l'ordonnance. L'histoire mentionnait que les responsables de l'école avaient initialement permis à la tentative de se dérouler malgré la détresse visible de l'enfant. Elle citait le porte-parole du district disant qu'il révisait leur procédure. J'ai plié le journal et je l'ai mis dans mon sac, sachant que cela allait prendre beaucoup plus d'ampleur. Cet après-midi-là, j'ai reçu un email de quelqu'un nommé Alec Donaldson. Il s'est présenté comme un avocat spécialisé en droit de l'éducation et a dit qu'il avait suivi l'affaire dans les nouvelles. Il a écrit qu'il croyait que j'avais tout fait correctement, tandis que l'administration avait gravement échoué, et il voulait m'offrir ses services pro bono si le district prenait d'autres représailles contre moi. J'ai lu l'email 3 fois. Jamais un avocat ne s'était proposé de m'aider gratuitement auparavant. Je l'ai transféré à ma représentante syndicale et elle m'a appelé immédiatement, disant que c'était énorme, qu'Alec était bien connu pour s'en prendre aux districts scolaires qui punissent les enseignants pour avoir protégé des enfants. Elle m'a dit d'accepter son offre tout de suite. J'ai répondu à l'email ce soir-là et nous avons planifié un appel pour le lendemain. Le conseil scolaire a annoncé une réunion spéciale 2 semaines plus tard pour répondre aux préoccupations des parents concernant la sécurité scolaire. Graham m'a appelé le jour après l'annonce et m'a demandé si je serais disposée à témoigner sur ce qui s'était passé. J'ai senti ma poitrine se serrer. Parler devant toute la communauté à ce sujet était terrifiant. Mais Graham a expliqué que les parents exigèrent des réponses et que le conseil avait besoin d'entendre l'enseignant qui avait réellement protégé Cadence. Pas seulement la version de l'administration. Il a dit que mon témoignage pourrait empêcher que cela n'arrive à d'autres enfants. Je lui ai dit que je le ferais. Après avoir raccroché, je suis restée assise sur mon canapé pendant 20 minutes à regarder le mur, essayant de digérer ce que je venais d'accepter. J'ai rencontré Alec et ma représentante syndicale dans un café pour préparer mon témoignage. Alec a apporté un bloc-notes légal couvert de notes et m'a expliqué exactement ce que le conseil avait besoin d'entendre. Il a dit que nous devions nous concentrer sur les échecs spécifiques du système et ce qui devait changer, sans attaquer la directrice personnellement, même si elle le méritait. Le but était de montrer comment des protocoles faibles mettaient une enfant en danger, et non d'en faire une question concernant une mauvaise administratrice. Nous avons parcouru la chronologie ensemble, et Alec m'a aidé à l'organiser clairement. D'abord, les dessins et la révélation, puis le rapport à la conseillère qui n'a abouti à rien, puis l'apparition de Joe dans la confrontation du hall,
puis les représailles de la directrice. Nous avons pratiqué mon témoignage 3 fois, jusqu'à ce que je puisse le dire sans que ma voix ne tremble. Ma représentante syndicale m'a rappelé que je n'avais rien fait de mal et que je devais parler avec confiance de la protection de Cadence. Le soir de la réunion du conseil scolaire est arrivé et j'ai conduit jusqu'au bureau du district, mes mains serrant trop fort le volant. Le parking était bondé et j'ai dû me garer 2 pâtés de maison plus loin. Quand je suis entrée dans le bâtiment, la salle de réunion était pleine à craquer. Des parents étaient alignés le long des murs et des enseignantes que j'ai reconnues d'autres écoles remplissaient les rangs du fond. Des caméras de nouvelles étaient installées dans le coin. J'ai trouvé un siège près de l'avant et j'ai essayé de respirer normalement. La mère de Cadence était déjà là et est venue me serrer la main. Le conseil a commencé la réunion et a ouvert les commentaires du public. La mère de Cadence s'est levée la première. Elle s'est dirigée vers le microphone et a décrit avoir reçu l'appel au travail que Joe était à l'école. Elle a parlé de la terreur de conduire à 90 miles en sachant que sa fille était en danger. Elle a expliqué l'ordonnance restrictive et l'affaire judiciaire et comment Joe avait déjà montré un comportement de prédateur envers Cadence. Sa voix s'est brisée lorsqu'elle a décrit courir dans ce hall et voir Joe tenir la main de Cadence à la sortie. Elle a dit au conseil que si je ne l'avais pas retardé en refusant de laisser Cadence partir, il serait parti avec sa fille avant qu'elle n'arrive. Je me suis dirigée vers le microphone ensuite et j'ai senti mes jambes instables. J'ai commencé par les dessins de Cadence et comment les images ont changé pour montrer Bob la touchant de manière inappropriée. J'ai expliqué sa révélation que Bob était réel et que c'était leur secret. J'ai détaillé mon rapport à la conseillère et comment j'essayais de localiser la mère de Cadence lorsque Johanna a appelé, disant qu'un membre de la famille était là pour la récupérer plus tôt. Je les ai guidés à travers la confrontation du hall étape par étape, décrivant les tactiques de manipulation de Joe et comment il a essayé d'utiliser sa patience et son charme pour me faire paraître déraisonnable. J'ai expliqué comment la directrice m'avait ordonné de relâcher Cadence malgré sa terreur évidente. Je leur ai parlé du fait d'être blâmée immédiatement après l'arrivée de la mère de Cadence, d'être mise en congé administratif, des représailles continues de la directrice. Puis j'ai regardé directement les membres du conseil et je leur ai dit que les dénonciateurs obligatoires ont besoin du soutien de l'administration lorsqu'ils agissent pour protéger les enfants contre la maltraitance, et non d'être punis pour avoir rendu les administrateurs mal à l'aise. Après moi, 4 autres enseignantes se sont levées pour témoigner. L'une a parlé d'avoir signalé les ecchymoses suspectes d'un élève et que la directrice lui a dit de s'occuper de ses propres affaires. Une autre a décrit une personne non autorisée récupérant un enfant l'année dernière et l'incident étant étouffé. Une troisième a mentionné que les vérifications d'antécédents pour les bénévoles étaient en retard de 6 mois, mais que la directrice les laissait continuer à travailler avec les enfants quand même. La 4e enseignante a partagé des préoccupations concernant le système d'enregistrement des visiteurs qui n'était pas appliqué. La tendance est devenue évidente à mesure que chaque enseignante parlait. La directrice avait donné la priorité à l'évitement des problèmes plutôt qu'à leur résolution. Elle avait fait taire les préoccupations de sécurité au lieu de les enquêter. Elle avait créé une culture où les enseignants avaient dit peur de signaler les problèmes parce qu'ils savaient qu'ils seraient blâmés. Les enfants ont été mis en danger maintes et maintes fois parce que résoudre les problèmes était plus difficile que de prétendre qu'ils n'existaient pas. Le conseil a remercié tout le monde pour leur témoignage et a annoncé qu'il passerait à une session à huis clos pour discuter des questions de personnel. Nous sommes tous sortis dans le couloir et avons attendu. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de nos têtes et les gens parlaient en petits groupes. Mais je me suis simplement assise par terre contre le mur. La mère de Cadence s'est assise à côté de moi et m'a pris la main. Elle n'a rien dit pendant longtemps, puis elle s'est penchée et a chuchoté que, peu importe ce que le conseil décidait, j'avais sauvé sa fille et elle ne l'oublierait jamais. Nous sommes restés assises là, main dans la main, pendant plus de 2 heures pendant que le conseil délibérait à huis clos. Finalement, les portes se sont ouvertes et les membres du conseil sont retournés dans la salle de réunion. Tout le monde dans le couloir s'est levé et les a suivis à l'intérieur. Graham s'est dirigé vers le microphone le premier et son visage avait l'air sérieux. Il a annoncé qu'après avoir examiné tous les témoignages et preuves, la directrice ne reviendrait pas à l'école. La salle est restée silencieuse, mais j'ai pu sentir la tension se relâcher de mes épaules. Graham a continué à parler de la façon dont le conseil lançait une révision complète des règles de sécurité à l'échelle du district. Il a dit que de multiples personnes n'avaient pas réussi à protéger Cadence et que ces échecs seraient corrigés. Après la fin de la réunion,
Les journalistes ont entouré Graham à l'extérieur, et il a répété que la sécurité des enfants était la priorité absolue du conseil. Il a dit que le district veillerait à ce que cela ne se reproduise plus dans aucune école. Le lundi suivant, je suis rentrée dans ma classe avec l'impression d'avoir traversé une guerre. Mon corps était fatigué et mon cerveau était embrumé par tout le stress du mois dernier. Mais quand j'ai ouvert la porte, mes élèves se sont précipités et m'ont serré les jambes. Ils avaient même fait des dessins de bienvenue qui couvraient mon bureau. Cadence est arrivée la dernière et m'a donné un dessin qu'elle avait fait de nous deux, nous tenant la main avec un énorme cœur autour de nous. J'ai dû cligner des yeux pour ne pas pleurer là, devant tout le monde. Elle m'a souri et a chuchoté qu'elle était heureuse que je sois de retour. J'ai accroché son dessin juste à côté de mon bureau, où je pouvais le voir toute la journée. Cet après-midi-là, la directrice par intérim a convoqué une réunion de tout le personnel dans la bibliothèque. Elle s'est tenue à l'avant avec un épais classeur de papier et a expliqué les nouvelles règles de sécurité que nous allions suivre. Chaque visiteur devait présenter une pièce d'identité à l'accueil et être vérifié sur la liste des personnes autorisées à récupérer. Aucune exception. Tout enseignant soupçonnant de la maltraitance devait la signaler au SPE immédiatement, pas seulement à la conseillère ou à la directrice. Et le district a promis de protéger les enseignants qui soulevaient des problèmes de sécurité au lieu de les punir. Elle m'a regardé directement lorsqu'elle a dit cette dernière partie. C'était exactement les changements dont nous avions besoin depuis le début. Si ces règles avaient été en place auparavant, Joe n'aurait jamais dépassé l'accueil. 2 jours après, j'ai appris par des commérages du personnel que la conseillère avait démissionné. Apparemment, elle a démissionné avant que le district ne puisse la licencier pour ne pas avoir signalé mes préoccupations concernant Cadence. La nouvelle conseillère a commencé la semaine suivante et avait des années de formation en reconnaissance des traumatismes et des abus chez les enfants. Elle est venue se présenter et m'a demandé de lui faire savoir si j'avais des inquiétudes concernant un élève. Elle a dit qu'elle prenait la dénonciation obligatoire au sérieux et qu'elle n'ignorerait jamais le rapport d'un enseignant. L'école ressemblait enfin à un endroit qui se souciait vraiment de protéger les enfants au lieu de simplement éviter les problèmes. Une journaliste d'une station de nouvelles régionales m'a appelée chez moi un soir. Elle a dit qu'elle avait entendu parler de mon cas et voulait m'interviewer sur le fait d'avoir été punie pour avoir protégé un élève. Je lui ai dit que j'avais besoin d'y réfléchir et j'ai appelé Alec immédiatement. Il a dit que faire l'interview mettrait une pression publique sur le district pour qu'il apporte des changements dans d'autres écoles, pas seulement la mienne. Il m'a rappelé que mon histoire pourrait aider d'autres enseignantes qui avaient de peur de signaler les abus. J'ai accepté de le faire. L'équipe de nouvelles est venue à mon appartement le samedi suivant. Je me suis assise sur mon canapé avec la caméra braquée sur moi et j'ai raconté toute l'histoire. J'ai utilisé mon vrai nom et j'ai laissé montrer mon visage. J'ai expliqué que les enseignants devaient pouvoir protéger les enfants sans craindre que les directrices ne les punissent pour cela. J'ai dit que trop d'administrateurs se souciaient plus d'éviter les problèmes que de les résoudre, et que les enfants en souffraient. L'interview a été diffusée pendant les nouvelles du soir, et mon téléphone a commencé à exploser de messages. Des parents, des enseignants, même des personnes que je ne connaissais pas, me contactaient pour dire qu'ils soutenaient ce que j'avais fait. Le département de l'éducation de l'État a ouvert sa propre enquête sur les règles de sécurité du district quelques jours plus tard. La couverture médiatique et la plainte de la mère de Cadence avaient attiré leur attention. Ranata m'a appelée en privé et m'a dit qu'elle était reconnaissante que j'aie parlé publiquement. Elle a dit qu'elle essayait de faire adopter ces changements de sécurité depuis des années, mais que certaines directrices continuaient de les bloquer. Maintenant, l'État obligeait les changements à se produire. Elle a dit que ma volonté de parler avait finalement brisé la résistance. D'autres parents ont commencé à soulever leurs propres préoccupations de sécurité concernant différentes écoles du district. Une mère a dit que l'école de son fils laissait des bénévoles travailler avec les enfants, même si leur vérification d'antécédents avait expiré il y a 6 mois. Un autre parent s'est plaint que l'école de sa fille n'appliquait pas le système d'enregistrement des visiteurs. L'enquête de l'État a pris de l'ampleur et a commencé à examiner les problèmes de sécurité à l'échelle du district. Mon interview avait ouvert la porte à d'autres personnes pour qu'elles partagent des problèmes dont elles avaient eu trop peur de parler auparavant. 3 semaines après la diffusion de mon interview, la mère de Cadence a appelé avec des nouvelles concernant Joe. Il avait conclu un accord de plaidoyer et avait admis avoir enfreint l'ordonnance restrictive et tenté d'emmener Cadence de l'école. L'accord comprenait une peine de prison. Elle a dit que savoir que Joe serait enfermé donnait un peu de paix à Cadence. Sa fille pouvait enfin cesser de craindre qu'il n'apparaisse et n'essaie de la saisir à nouveau.
J'ai également ressenti un soulagement, sachant qu'il ne pouvait pas blesser Cadence ou tout autre enfant pendant un certain temps. L'avocat du district a contacté Alec début décembre avec une lettre d'excuse formelle pour moi. Il voulait aussi me décerner une reconnaissance pour avoir protégé Cadence. Tout cela me semblait vide après tout ce qu'il m'avait fait subir. Alec a négocié un règlement qui comprenait le paiement des jours où j'avais été en congé administratif. Le district a également dû promettre par écrit qu'il n'y aurait plus de représailles contre moi. Alec a fait en sorte que tout soit documenté légalement, afin qu'ils ne puissent pas revenir sur leurs paroles. L'argent et les promesses étaient bien, mais ce qui importait le plus, c'était que de vrais changements se produisaient pour assurer la sécurité des enfants. Le conseil scolaire a programmé une audience publique en janvier pour présenter les conclusions de son enquête. Graham m'a appelé la semaine précédente et m'a demandé si j'y assisterais pour répondre aux questions si nécessaire. J'ai accepté, même si l'idée de m'asseoir devant une salle pleine de gens me nouait l'estomac. Le soir de l'audience, la salle de réunion du bureau du district était pleine à craquer de parents, d'enseignants et de membres de la communauté. Je me suis assise au premier rang à côté de la mère de Cadence, tandis que Graham et 2 autres membres du conseil prenaient place à la longue table à l'avant. Graham a commencé par remercier tout le monde d'être venu et a expliqué que l'enquête avait révélé des problèmes plus vastes qu'un seul incident dans une seule école. Il a montré une présentation indiquant que 5 autres écoles du district avaient des problèmes de sécurité similaires. Les vérifications d'antécédents n'étaient pas effectuées à temps. Les systèmes d'enregistrement des visiteurs ne fonctionnaient pas correctement. Les listes des personnes autorisées à récupérer n'étaient pas vérifiées avant de libérer les élèves. La salle est devenue très silencieuse pendant que Graham passait en revue chaque conclusion. Il a montré comment ces échecs mettaient des centaines d'enfants en danger chaque jour. Puis il a présenté ses recommandations pour tout arranger. De nouveaux systèmes de gestion des visiteurs pour toutes les écoles. Formation obligatoire 2 fois par an pour tout le personnel. Procédure claire pour vérifier les pièces d'identité et les listes autorisées. Politique de protection pour les enseignants qui signalent des problèmes de sécurité. Le Conseil a voté sur le champ pour approuver toutes les recommandations de Graham et les financer à partir du semestre prochain. 2 semaines après l'audience, j'ai reçu un appel du département de l'éducation de l'État. Ils avaient terminé leur examen de la conduite de l'ancienne directrice pendant l'incident de Joe. La femme au téléphone m'a dit qu'il ne déposerait pas d'accusation criminelle, mais qu'il suspendrait son permis d'enseigner pendant 1 an. Elle a expliqué que la directrice n'avait pas maintenu les protocoles de sécurité appropriés et avait ensuite exercé des représailles contre moi pour avoir été une dénonciatrice obligatoire. La suspension signifiait qu'elle ne pouvait travailler dans aucune école ou environnement éducatif pendant 12 mois. J'ai raccroché, soulagée qu'il y ait de réelles conséquences pour ce qu'elle avait fait. Ranata m'a appelé ce même après-midi et m'a demandé si je serais disposée à siéger à un comité du district. Ils développèrent de nouveaux programmes de formation pour les administrateurs sur la façon de soutenir les enseignants qui signalent les abus et de répondre correctement aux problèmes de sécurité des enfants. Elle a dit que mon expérience les aiderait à créer une formation qui préparerait réellement les directrices à mieux gérer ces situations. J'ai dit oui parce que transformer ce qui m'était arrivé en quelque chose d'utile pour d'autres enseignants me faisait du bien. Notre comité se réunissait 2 fois par mois et j'ai pu partager ma perspective sur ce que les administrateurs devraient et ne devraient pas faire lorsqu'un enseignant soulève des préoccupations concernant la sécurité d'un élève. La mère de Cadence est passée me voir dans ma classe un après-midi de février pour me donner des nouvelles de sa fille. Elle a dit que les séances de thérapie l'aidaient vraiment et que Cadence faisait moins de cauchemars à propos de Joe. L'anxiété qu'il apparaisse avait beaucoup diminué depuis qu'il avait été condamné. Ce qui rendait sa mère le plus heureuse, c'est que Cadence continuait de dessiner tout le temps, mais que les dessins avaient complètement changé. Elle a sorti son téléphone et m'a montré des dessins récents. Il montrait Cadence jouant avec d'autres enfants à la récréation. Cadence avec sa mère faisant des biscuits. Cadence chez sa grand-mère avec le chien de la famille. Pas une seule image n'avait Bob tapis à l'arrière-plan. Les yeux de sa mère se sont embués alors qu'elle faisait défiler les images. Elle m'a dit que Cadence s'était fait de vrais amis cette année et qu'elle souriait à nouveau. Voir ces dessins et savoir que Cadence se sentait suffisamment en sécurité pour cesser de mettre son agresseur dans son art rendait tout ce que j'avais traversé valable. Les nouveaux protocoles de sécurité ont été mis en œuvre au début du semestre de printemps en janvier. Chaque membre du personnel a dû suivre 8 heures de formation sur la reconnaissance des signes de maltraitance, les procédures de signalement appropriées et les protections légales dont nous disposons en tant que dénonciateurs obligatoires.
La formation était vraiment bonne parce qu'elle utilisait des exemples concrets et nous enseignait des choses spécifiques à rechercher et à documenter. Chaque école a installé de nouveaux systèmes de gestion des visiteurs qui nécessitaient de scanner les pièces d'identité avec photo avant que quiconque ne puisse dépasser l'accueil. Le système vérifiait automatiquement les noms par rapport aux dossiers judiciaires et aux ordonnances restrictives. Les listes des personnes autorisées à récupérer ont été téléchargées dans le système informatique afin que l'accueil puisse vérifier en quelques secondes si quelqu'un avait la permission d'emmener un élève. Des procédures claires ont été affichées dans chaque bureau, expliquant exactement comment gérer les situations lorsque quelque chose semblait anormal. Les enseignantes ont pu voir que le district prenait enfin la sécurité des élèves au sérieux, au lieu de simplement espérer que rien de mal n'arrive. L'Association des enseignantes de l'État m'a contactée en mars pour me remettre un prix lors de leur conférence annuelle. Ils voulaient reconnaître mon plaidoyer en faveur de la sécurité des élèves et de la protection des droits des dénonciateurs obligatoires. J'ai failli dire non parce que je n'avais pas fait ce que j'avais fait pour la reconnaissance. Mais ma représentante syndicale m'a convaincue que l'acceptation du prix enverrait un message aux autres enseignants que parler au nom des enfants est valorisé et soutenu. La cérémonie a eu lieu dans un centre de conférence d'hôtel avec environ 300 enseignants de tout l'État. Quand mon nom a été appelé et que je suis montée accepter la plaque, toute la salle s'est levée et a applaudi. Ce qui a rendu cela significatif, ce n'est pas le prix lui-même, mais le fait de savoir que tous ces autres enseignants comprenaient la position difficile dans laquelle je m'étais trouvée. Plusieurs d'entre eux sont venus me voir après et ont partagé leurs propres histoires, de fois où ils avaient dû choisir entre suivre les ordres et protéger un élève. La reconnaissance a fait du bien parce qu'elle venait de personnes qui comprenaient vraiment ce que c'est que d'être en classe et de prendre ces choix impossibles. Après la couverture médiatique et le prix, ma boîte de réception a commencé à se remplir de messages d'enseignants d'autres écoles et même d'autres districts. Ils me contactaient pour demander conseil lorsqu'ils étaient confrontés à de la résistance ou à des représailles pour avoir signalé des préoccupations concernant la sécurité des élèves. Une enseignante m'a dit que sa directrice l'avait sanctionnée pour insubordination après qu'elle ait appelé les SPE au sujet d'un élève présentant des ecchymoses suspectes. Un autre a dit qu'il avait été contraint de démissionner après avoir signalé qu'un entraîneur avait un contact inapproprié avec des élèves. Une enseignante en Floride a écrit qu'elle avait été mutée dans une autre école en guise de punition pour avoir protégé un enfant de maternelle d'un oncle abusif. Lire ces emails m'a fait réaliser combien d'éducateurs sont confrontés à des représailles pour avoir fait ce que la loi nous oblige à faire. J'ai commencé à répondre à chaque message, partageant ce qui avait fonctionné pour moi et connectant les enseignantes à des ressources comme ma représentante syndicale et ALEC. Certains d'entre eux m'ont dit plus tard que mes conseils les avaient aidés à se défendre et à conserver leur emploi tout en protégeant leurs élèves. Mon expérience avait fait de moi une défenseuse informelle des enseignants qui essayaient de donner la priorité aux enfants, mais qui étaient punis pour cela. C'était agréable d'aider d'autres personnes à naviguer dans le même genre de situation à laquelle j'avais survécu. La mère de Cadence et moi avons commencé à nous rencontrer pour prendre un café toutes les 2 semaines. Ce qui avait commencé comme une relation enseignante-parent était devenu une véritable amitié, après tout ce que nous avions traversé ensemble. Un samedi matin d'avril, elle m'a dit qu'elle pensait à s'inscrire à la faculté de droit. Elle a dit que le fait de voir le système juridique échouer, puis finalement protéger Cadence l'avait inspirée à vouloir travailler sur des cas de protection de l'enfance. Elle voulait aider d'autres familles confrontées à des situations de maltraitance et de garde. Je lui ai dit qu'elle serait incroyable dans ce travail parce qu'elle comprenait ce que les familles traversèrent de l'intérieur. Elle a postulé à 3 facultés de droit ce printemps-là et a été acceptée dans son programme de premier choix à partir de cet automne. Savoir qu'elle transformait son traumatisme en objectif m'a fait la respecter encore plus. La directrice par intérim qui a pris la relève lorsque l'ancienne directrice a été mise en congé a fait un travail si remarquable que le district lui a offert le poste permanent en mai. Avant d'accepter, elle a demandé au personnel de voter s'ils voulaient qu'elle reste. Le vote a été presque unanime en faveur de sa nomination. Elle avait passé les derniers mois à créer une culture où les enseignants se sentaient écoutés et valorisés. Lorsque nous soulevions des préoccupations concernant les élèves ou des problèmes de sécurité, elle écoutait vraiment et prenait des mesures au lieu de se mettre sur la défensive ou d'essayer d'étouffer les choses. La sécurité des élèves était devenue la principale priorité dans chaque décision qu'elle prenait. Avoir une directrice qui nous soutenait au lieu de nous combattre rendait le fait de venir travailler complètement différent. Ranata m'a appelé à son bureau fin mai et m'a offert un poste à temps plein au bureau du district pour travailler sur les initiatives de sécurité que nous avions développées.
Le travail impliquerait de former les administrateurs, de revoir les protocoles de sécurité dans toutes les écoles et d'être une ressource pour les enseignants qui auraient besoin de soutien. Le salaire était meilleur et je n'aurais pas le stress quotidien de la gestion de la classe. J'y ai réfléchi pendant quelques jours, mais j'ai finalement dit que je voulais rester dans ma classe. Être au bureau du district me permettrait d'influencer les politiques et d'aider beaucoup de gens. Mais être en classe signifiait que je pouvais avoir un impact direct sur la vie des enfants chaque jour. Mon expérience avec Cadence m'avait appris que les éducateurs de première ligne sont les défenseurs les plus importants de la sécurité des élèves, car nous sommes ceux qui voyons les enfants tous les jours et remarquons quand quelque chose ne va pas. Je voulais rester là où je pouvais continuer à surveiller les élèves qui avaient besoin de quelqu'un pour les protéger. Quelques mois plus tard, un journaliste d'Éducation Weekly m'a contacté pour écrire un article sur la dénonciation obligatoire et la façon dont les enseignants peuvent protéger les élèves, même lorsque les administrateurs résistent. J'ai accepté l'interview et j'ai passé 1 heure au téléphone à décrire tout ce qui s'était passé avec Cadence et comment le système avait failli l'abandonner. L'article est paru 3 semaines plus tard et, quelques jours après, ma boîte de réception s'est remplie de messages d'enseignants de tout le pays. Une femme dans l'Ohio m'a dit que sa directrice l'avait menacée de la licencier pour avoir appelé les SPE au sujet des parents d'un élève. Un homme au Texas a dit que son surintendant avait essayé de le faire se rétracter d'un rapport parce que la famille était importante dans la communauté. Une enseignante en Floride a écrit qu'elle avait été mutée dans une autre école en guise de punition pour avoir protégé un enfant de maternelle d'un oncle abusif. Lire ces emails m'a fait réaliser combien d'éducateurs sont confrontés à des représailles pour avoir fait ce que la loi nous oblige à faire. J'ai commencé à répondre à chaque message, partageant ce qui avait fonctionné pour moi et connectant les enseignantes à des ressources comme le soutien syndical et l'aide juridique. Certains d'entre eux m'ont dit plus tard que mes conseils les avaient aidés à se défendre et à conserver leur emploi tout en protégeant leurs élèves. L'année scolaire s'est terminée en juin et Cadence est passée en CE2 avec une nouvelle enseignante. J'étais inquiète qu'elle ait des difficultés avec la transition après tout ce qu'elle avait traversé, mais sa mère m'a tenue au courant tout au long de l'été. Cadence se portait très bien en thérapie et se faisait des amis dans un camp de jour. Lorsque l'école a recommencé en août, elle est passée devant ma classe pendant la récréation un après-midi. Elle m'a montré un dessin d'elle et de 3 autres filles jouant au football, toutes souriantes sous le soleil. Je lui ai posé des questions sur ses nouvelles amies et elle a parlé avec enthousiasme de leurs jeux et de leurs blagues. La voir heureuse et en sécurité m'a rappelé exactement pourquoi je m'étais battue si fort ce jour-là dans le hall. Elle ne faisait plus que survivre. Elle s'épanouissait vraiment. Avant de partir, elle m'a serré fort et a chuchoté qu'elle se sentait en sécurité maintenant. Ce moment a rendu chaque partie difficile de l'année écoulée valable. Graham m'a appelé en septembre avec des nouvelles d'une initiative du district. Le conseil scolaire avait approuvé le financement d'un nouveau poste appelé « Défenseur de la sécurité des élèves ». Cette personne rapporterait directement à Ranata et gérerait toute préoccupation concernant les protocoles de sécurité ou les plaintes concernant les représailles contre les enseignants qui faisaient des signalements. Graham a expliqué que mon cas avait révélé à quel point le district avait besoin de quelqu'un dans ce rôle, quelqu'un qui pouvait intervenir lorsque les administrateurs faisaient passer la réputation avant la protection de l'enfance. Le défenseur aurait l'autorité d'enquêter sur les plaintes, de recommander des changements de politique et de s'assurer que les enseignants se sentaient soutenus au lieu d'être menacés lorsqu'ils protégeaient les élèves. Il m'a remercié d'avoir pris la parole à la réunion du conseil, car sans mon témoignage, ce poste n'existerait probablement pas. Je me suis sentie fière de savoir que l'histoire de Cadence avait conduit à un véritable changement systémique qui aiderait d'autres enfants et enseignants. En octobre, j'ai reçu une invitation à prendre la parole lors de la conférence de l'éducation de l'État dans la capitale. Les organisateurs de la conférence voulaient que je présente une session sur mon expérience de protection de Cadence et de gestion des représailles qui ont suivi. J'étais nerveuse à l'idée de parler devant une salle pleine d'éducateurs, mais je savais que partager mon histoire pourrait aider d'autres personnes confrontées à des situations similaires. La conférence a eu lieu début novembre et environ 60 enseignantes ont assisté à ma session. Je les ai guidées à travers tout, de la remarque des signes avant-coureurs dans les dessins de Cadence à la confrontation avec la directrice dans le hall et à la lutte contre les tentatives de me blâmer. Après ma présentation, la période de questions s'est prolongée de 20 minutes car de nombreuses enseignantes voulaient partager leurs propres histoires. Une conseillère du secondaire a raconté à tout le monde avoir été sanctionnée pour avoir signalé des soupçons de maltraitance par un entraîneur.
Une directrice d'école primaire a décrit avoir été contrainte par le bureau central d'ignorer les signaux d'alarme concernant une famille aisée. Une enseignante du secondaire a expliqué comment elle avait perdu son poste de chef de département après avoir appelé les SPE au sujet des parents d'un élève qui était membre du conseil scolaire. Chaque histoire m'a montré que le problème était beaucoup plus vaste que je ne l'avais cru. Ce n'étaient pas des incidents isolés, c'était une tendance qui se produisait dans les écoles partout. J'ai échangé mes coordonnées avec des dizaines d'enseignantes ce jour-là, et j'ai promis de rester connectée alors que nous travaillions toutes à changer ces systèmes défectueux. Une semaine après la conférence, la directrice d'une organisation locale de défense des enfants m'a contactée. Elle avait entendu parler de mon cas et de ma présentation à la conférence, et elle voulait savoir si j'envisagerais de rejoindre leur conseil d'administration. L'organisation travaillait sur la réforme des politiques, soutenait les familles confrontées à la maltraitance et formait les professionnels à la reconnaissance et à la réponse à la maltraitance des enfants. Je l'ai rencontré avec 2 autres membres du conseil pour un café, et ils ont expliqué qu'avoir la perspective d'une enseignante au conseil renforcerait leur travail. Les enseignantes voient les enfants tous les jours et remarquent des choses que d'autres manquent, mais nous n'avons souvent pas assez de soutien ou de protection lorsque nous essayons d'aider. J'ai accepté le poste car cela me donnait une plateforme pour faire pression en faveur de meilleures politiques et plaider à la fois pour les enfants et pour les adultes qui les protègent. Le conseil se réunissait tous les mois et je contribuais aux discussions sur les lois de dénonciation obligatoires, les protocoles de sécurité scolaire et les moyens de prévenir les représailles contre les éducateurs. Faire partie de cette organisation m'a mis en contact avec des avocats, des travailleurs sociaux, des psychologues pour enfants et d'autres défenseurs qui partageaient le même objectif de maintenir les enfants en sécurité. Un samedi matin d'avril, la mère de Cadence et moi nous sommes rencontrés pour notre café habituel. Elle avait l'air fatiguée mais excitée alors qu'elle me parlait de sa première année à la faculté de droit. Elle suivait des cours de droit de la famille et de protection de l'enfance et avait décidé de se spécialiser dans la représentation des familles confrontées à la maltraitance et aux batailles pour la garde. Elle a dit que le fait de voir le système juridique échouer, puis finalement protéger Cadence l'avait inspirée à aider d'autres familles à naviguer dans ces situations compliquées. Transformer son traumatisme en objectif était à la fois thérapeutique pour elle et pour Cadence. Elle m'a montré ses notes du semestre d'automne, toutes élevées, et a parlé de postuler pour un stage d'été dans un cabinet d'avocats spécialisé en droit de la famille. Je lui ai dit à quel point j'étais fière d'elle d'avoir pris quelque chose d'horrible et de l'utiliser pour créer un changement positif. Elle a souri et a dit qu'elle l'avait appris en me voyant refuser de reculer lorsque la directrice avait essayé de me faire taire. 2 ans s'étaient écoulés depuis ce jour où Joe s'était présenté à l'école. Les nouveaux protocoles de sécurité pour lesquels nous nous étions battus étaient devenus une pratique courante dans tout le district. Chaque école disposait désormais de systèmes de gestion des visiteurs mis à jour, de procédures claires pour vérifier les adultes qui récupéraient les élèves et d'une formation obligatoire sur la reconnaissance de la maltraitance et le soutien aux dénonciateurs obligatoires. Au cours de ces 2 années, des enseignants de 3 écoles différentes ont empêché des adultes non autorisés d'emmener des élèves. Dans chaque cas, l'adulte prétendait être de la famille, mais n'était pas sur la liste des personnes autorisées à récupérer. Les enseignantes ont posé des questions, ont vérifié auprès des parents et ont gardé les enfants en sécurité. Les 3 situations auraient pu mal tourner si ces enseignantes ne s'étaient pas senties sûres que leur directrice les soutiendrait au lieu de les punir. La nouvelle culture du district indiquait clairement que la protection des enfants était toujours le bon choix, et que les enseignantes qui agissaient par inquiétude seraient soutenues et non blâmées. Ces 3 enfants ont été tenus en sécurité parce que le système fonctionnait enfin comme il aurait dû fonctionner pour Cadence depuis le début. J'ai continué d'enseigner en CP, observant attentivement mes élèves, à la recherche de tout signe que quelque chose pourrait ne pas aller à la maison. Je connaissais maintenant les signes avant-coureurs, non seulement grâce à la formation, mais grâce à l'expérience vécue. Je comprenais comment les dessins d'un enfant pouvaient révéler des secrets qu'ils avaient trop peur de dire à voix haute. J'ai reconnu la peur dans les yeux d'un élève lorsqu'il voyait quelqu'un qui leur faisait du mal, et je savais qu'être assez courageuse pour agir sur la base de ces observations pouvait sauver une vie. Cadence était en CE2 maintenant, s'épanouissant académiquement et socialement. Je la voyais parfois dans la cour de récréation pendant la récréation, en train de rire avec ses amis ou de jouer au kickball. Chaque fois que je la voyais heureuse et insouciante, je me souvenais de cet horrible moment dans le hall où j'avais dû l'empêcher physiquement d'aller vers Joe. Je me suis souvenue de la directrice essayant de me forcer à la laisser partir.
Je me suis souvenu de la mère de Cadence qui avait fait irruption par ses portes juste à temps. Et je me suis souvenu d'avoir décidé que protéger cet enfant importait plus que mon travail ou ma réputation ou toute autre chose. Faire ce qui était juste m'avait coûté des mois de stress, de conflits avec les administrateurs et d'incertitudes quant à ma carrière. Mais voir Cadence jouer avec ses amis rendait chaque partie de cette lutte valable. Elle était en sécurité. Elle guérissait. Elle s'épanouissait. Et je le referai sans hésiter parce que certaines choses importent plus que de rester à l'aise ou d'éviter les conflits. Protéger les enfants vaut toujours le coup.